messieurs, bonjour et bienvenue sur Anonymal TV. Dimanche 24 avril, dans seulement quelques jours, vous aurez à choisir votre prochain président ou présidente de la République. Pour vous aiguiller dans votre choix, nous vous proposons aujourd'hui un débat d'entre-deux tours avec 2 représentants des candidats finalistes. Ce débat, il a pour but de parler de vos préoccupations. En effet, depuis plusieurs semaines, nous sommes allés à la rencontre des Aixoises et des Aixois dans le but de recueillir vos préoccupations, les sujets qui détermineront votre choix de vote de dimanche prochain. Nous allons donc évoquer 3 thèmes aujourd'hui. Le pouvoir d'achat d'abord, les services publics ensuite, et nous terminerons avec l'environnement. Je tiens tout de suite à préciser qu'évidemment nous ne traiterons pas de tous les sujets de cette campagne. Effectivement, nous ne parlerons pas de sujets comme le logement, la sécurité ou encore la situation internationale, qui sont des sujets très importants, même si nous avons donc fait le choix de recentrer ce débat sur 3 thèmes qui sont au plus proches des préoccupations des Aixois, et donc dans le but de pouvoir les approfondir. Nous allons donc pouvoir en venir à nos débatteurs du jour, donc nos 2 représentants. Je commence à ma droite avec Monsieur Mohamed Lakila, qui représente aujourd'hui Emmanuel Macron. Monsieur Lakila, vous êtes député de la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône. Vous êtes membre du MoDem, le mouvement démocrate, qui fait partie avec La République En Marche de la majorité présidentielle. Monsieur Lakila, bonjour. Bonjour. Et donc, à ma gauche, et donc à droite à l'écran, Monsieur Hervé Fabre-Aubrespi. Donc, vous êtes aujourd'hui conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur au sein du groupe Rassemblement National, Droite Populaire et Indépendant. Et vous êtes aussi, dans le cadre de cette campagne, le porte-parole de Marine Le Pen. Monsieur Fabre-Aubrespi, bonjour. Bonjour. On va donc pouvoir commencer. Juste avant cela, un petit point sur le débat. Pour ce débat, nous comptons sur une trentaine de minutes qui seront données à chacun d'entre vous pour vous exprimer. Parmi celles-ci, vous aurez 2 minutes d'introduction et 3 minutes de conclusion. Dans le débat, bien sûr, on compte sur vous pour éviter de vous interrompre de manière trop régulière. On sait qu'il s'agit d'un débat, vous serez amené à vous confronter, bien sûr, mais on essaye de faire cela dans le cadre du respect de la parole de l'autre, si possible. Je vous en remercie. On va donc pouvoir commencer tout de suite avec une introduction. Je vous propose donc 2 minutes chacun pour vous présenter, vous, votre candidat et surtout votre projet pour la France avec cette question. Comment imaginez-vous la France dans les 5 ans à venir sous votre responsabilité ? C'est M. Fabre-Aubrespi qui a remporté le tirage au sort. Vous allez donc vous exprimer en premier. Monsieur Lakila, vous conclurez ce débat. Je vous laisse introduire. Bien, je vous remercie pour votre invitation. Je suis gaulliste depuis mon plus jeune âge, puisque je me suis intéressé à la vie politique au moment de la première élection au suffrage universel, celle de 1965, et j'étais très jeune. Je suis resté depuis dans tout ce qui représentait le mouvement gaulliste, et j'ai adhéré à partir de l'an dernier à un mouvement qui s'appelle l'Avenir français et qui a rejoint la liste conduite par Thierry Mariani aux élections régionales et qui soutient aujourd'hui Marine Le Pen. J'avais été auparavant maire de Cabriès pendant 2 mandats de 7 et 6 ans. Cabriès, qui est une commune qui n'est pas très éloignée d'Aix-en-Provence, comme vous le savez. Et je terminerai cette présentation par dire que je suis l'heureux père d'un enfant de 3 ans et 3 mois. J'ai soutenu et décidé de soutenir Marine Le Pen parce qu'elle présente un projet qui me paraît conforme à mes idées. Je n'en ai pas changé. Celle qu'elle est en train d'exprimer d'ailleurs dans une conférence de presse sur la politique internationale, l'indépendance de la France, la position que nous avons dans le concert des nations, et puis aussi une politique qui est tournée et adressée à l'ensemble des Français. Nous sortons d'un quinquennat qui a été celui de l'affrontement entre les Français, de la division, et il s'agit maintenant de les rassembler autour d'un projet commun, d'un avenir commun. Il y a un pouvoir d'achat à améliorer, nous en reparlerons, beaucoup de choses qui ont été un petit peu fêlées, si ce n'est cassées, et qu'il faut remettre en ordre, et je compte sur Marine Le Pen pour cela. C'est la présidente de tous les Français, c'est ainsi qu'elle se présente. Je vous remercie pour cette introduction. Je me tourne maintenant vers vous, Monsieur Lakila. Oui, merci d'abord pour cet accueil. Moi, je reviendrai simplement sur le premier tour, où je me réjouis d'abord d'un taux de participation qui fait que nous sommes dans une démocratie aujourd'hui qui vit, et on le voit au travers
du vote des jeunes. Je me réjouis également, et je remercie d'ailleurs les Aixoises et les Aixois, et j'ai regardé les chiffres également sur ma circonscription, qui ont porté à la première place Emmanuel Macron, avec une amélioration même de son score par rapport à la dernière élection. Donc mes remerciements vont d'abord à eux. Ensuite, j'ai vu aussi les autres résultats, et notamment des extrêmes, aussi bien l'extrême gauche que l'extrême droite, et notamment dans nos quartiers prioritaires de la ville, dans nos QPV, et aussi, nous sommes aujourd'hui ici dans un QPV. Là, il va falloir répondre, et répondre d'une façon encore plus forte que ce que nous avons fait avec notre majorité sur 5 ans. Sur 5 ans, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On va revenir sur tout ce qui a été fait et ce qui est prévu de faire dans le prochain quinquennat. Mais je m'adresserai aussi et surtout à eux. Il ne faut pas les abandonner aujourd'hui. Il ne faut pas les abandonner. On a mis beaucoup de moyens dans la politique de la ville. Et je suis rapporteur spécial politique de la ville et cohésion des territoires. Donc c'est des sujets que je connais très bien, la commission finances. J'ai travaillé dessus et je sais ce que nous avons voté en budget, en termes de budget. Comment on va accompagner les jeunes à trouver un emploi. Et je crois que ce qui est central dans cette élection, comme ça l'a été d'ailleurs depuis 5 ans, c'est le travail. Comment mettre tout le monde au travail. Comment on abordera l'éducation certainement tout à l'heure. Comment faire en sorte que dans les QPV, ça marche mieux. Comment éduquer nos enfants avec le dédoublement des classes. Voilà. Donc c'est une élection qui est capitale pour le pays. Il va falloir choisir entre 2 modèles. Le modèle que tout le monde connaît avec les difficultés que nous avons eues pendant 5 ans, avec 3 crises, gilets jaunes. On a eu aussi, malheureusement, mais tout le monde a été impacté par la crise sanitaire et aujourd'hui la guerre en Ukraine. Il va falloir choisir entre ce modèle-là et celui des amis de Mariani, et on en a un sur le plateau, les amis de Zemmour, et on sait pourquoi je les pointe des doigts, parce qu'on voit aujourd'hui dans la guerre de l'Ukraine, Mariani, qui a été le chef de file du Rassemblement national, ou du Front national, moi je préfère toujours appeler le Front national, qui a été l'ami de Poutine. Et aujourd'hui, on ne le voit pas sur un seul plateau, parce qu'on sait ce qu'il représente. Aujourd'hui, cette alliance entre Zemmour et Marine Le Pen, c'est une catastrophe pour le pays. Donc je suis là aussi pour dénoncer tout cela. Merci beaucoup pour cette introduction. Vous avez légèrement dépassé le temps, ce n'est pas très grave, il sera rattrapé de toute façon. Et on va pouvoir commencer directement avec notre premier sujet. Je vous propose maintenant donc d'entrer dans le vif du sujet. Alors, quelles sont les préoccupations majeures des Aixois et des Aixoises ? Voici une première réponse en vidéo que je vous invite à regarder. Alors, je pense que, comme pour beaucoup, ce qui est important, c'est le pouvoir d'achat pour les Français. Parce qu'avec l'augmentation du prix de l'essence et l'inflation, tout ça, on se rend compte que tout augmente sauf les salaires. Eh bien, ça va être le pouvoir d'achat, parce que je trouve qu'actuellement, tout augmente et les salaires n'augmentent pas. Le pouvoir d'achat. Ouais, pouvoir d'achat, d'aider les jeunes et les personnes en situation de précarité d'emploi. Le pouvoir d'achat. Est-ce que vous seriez prêt à prendre un peu plus aux riches pour donner plus aux pauvres ? Est-ce que vous savez déjà combien de gens sont en galère et qui ont vraiment du mal ? On nous promet des belles hausses de salaire, donc on va voir. Ouais. Voilà pour cette introduction, donc des premiers commentaires d'Aixois qui nous ont donc témoigné de leur intérêt pour la question du pouvoir d'achat. On va donc parler de ce sujet qui est la première préoccupation des Aixois, mais aussi des Français. On a plusieurs sondages qui le montrent. Avec cette première question, on l'a vu donc récemment, ces derniers mois, l'électricité, le gaz, l'essence, les prix augmentent et les salaires, eux, ont du mal à suivre. En tout cas, c'est un ressenti très clair des Français. Alors, une première question, quelles sont vos mesures d'urgence, mais aussi peut-être des mesures plus pérennes que vous comptez mettre en place pour donner du pouvoir d'achat aux Français ? Je vais me tourner vers M. Fabre-Aubrespy, qui a un petit peu de retard. Écoutez, c'est une question centrale, vous avez raison de le dire, et les Aixois et les Aixoises sont tout à fait en droit de le souligner. Elle concerne tous les Français. On a effectivement une hausse des prix de l'énergie, des matières premières en général et des produits de la vie quotidienne. Et la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on va le constater si ce n'est déjà fait, et va entraîner une augmentation du prix de la farine, donc du pain et d'un certain nombre de produits de première nécessité.
J'observe que sur ce qui concerne l'énergie, les produits énergétiques, et en particulier l'essence, le fuel, il y a eu des augmentations de taxes en 2018 et 2019 qui ont naturellement accru la difficulté. Et si aujourd'hui le prix du carburant est aussi élevé, on le doit à l'augmentation, avec d'ailleurs des variations selon les jours et les semaines, du prix du pétrole, du prix du baril, et donc les répercussions de la crise entre l'Ukraine et la Russie, mais on le doit aussi aux taxes. Donc nous avons proposé, Marine Le Pen a proposé, de revenir sur les augmentations des taxes qui avaient été décidées au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, de geler les augmentations, parce que vous avez des augmentations des taxes au fur et à mesure que le prix de l'énergie augmente, et de faire en sorte que ceci n'affecte plus les Français en prévoyant des plafonnements des prix de l'énergie. Vous faites référence à la baisse de la TVA sur les produits énergétiques. Oui, la baisse de la TVA de 21% à 5,5%, la baisse aussi ou le plafonnement de la TICPE, de la taxe intérieure sur la consommation des produits pétroliers, et de faire en sorte que l'État ne s'enrichisse pas d'autant plus que le prix de l'énergie augmente. Parce que c'est tout de même paradoxal et c'est un peu scandaleux de constater que, alors que les Français ont des réductions de pouvoir d'achat, l'État va percevoir d'autant plus de taxes que le prix de l'énergie augmente. Alors effectivement, cette proposition donc de la baisse de la TVA sur les produits énergétiques, c'est une mesure phare qui est proposée par Marine Le Pen. Monsieur Lakila, Monsieur Macron ne propose pas cette mesure. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui ? D'abord sur le pouvoir d'achat. Nos amis les ch'tis disent que gâteau avalé n'a plus de goût. Il faut savoir que le pouvoir d'achat pour 99% des Français, il a augmenté de 6% sur les 4 dernières années. Il a augmenté en 2021 de plus 1,8%. Ça, c'est des chiffres et qui sont vérifiables, contrairement d'ailleurs aux chiffres annoncés souvent par Marine Le Pen. D'ailleurs, la Commission nationale des comptes de campagne vient de faire retirer la profession de foi à Marine Le Pen parce qu'il y a des chiffres qui sont faux, qui sont donnés sur la profession de foi et qui sont faux. Donc moi, ce que je constate, bien évidemment, il y a des gens qui vivent pas très bien, on le sait. Mais regardons ce qui a été fait d'abord sur les 5 ans. Sur les 5 ans, qu'est-ce qu'on a fait ? On a aidé les entreprises à revenir et s'installer en France. Et on est le premier pays aujourd'hui européen en termes d'attraction des investisseurs. Or, c'est les entreprises qui créent de l'emploi. Aujourd'hui, le chômage a reculé. Sur les 5 ans, on est à autour de 7,4% de chômeurs. On ne parle même plus de chômage. Aujourd'hui, les entreprises ont du mal à trouver des employés, à trouver des ouvriers. Et ce qui est prévu sur les 5 ans, là, c'est la tendance vers le plein emploi. Le plein emploi. Pour les jeunes qui démarrent aujourd'hui, il y a du travail. Et on va l'accompagner. Sur toujours le pouvoir d'achat, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons d'abord réduit l'impôt sur le revenu pour 18 millions de foyers fiscaux. C'est plus de 300 € en moyenne par mois qui est gagné. On a supprimé la taxe d'habitation. Ça, tout le monde le reconnaît, pour 23 millions de Français qui ne la payent plus. Et ça représente un gain en moyenne de 800 € par an. Taxe d'habitation. Ils vont payer des taxes foncières en plus. Pardon. Non, les taxes foncières, vous savez, c'est les collectivités. Vous avez été maire d'une commune, ils vont payer avec le trésor sur lequel dorment les communes. Elles font un peu ce qu'elles veulent et elles gèrent comme... Mais l'État a supprimé la taxe d'habitation pour les Français. Il reste les 20%. En 2023, ça sera fait. Donc, la revalorisation du SMIC, il a été revalorisé depuis 2017. Suppression des cotisations salariales et chômage pour 29 millions d'actifs. Défiscalisation des heures supplémentaires. Voilà tout ce qui a été fait. La prime exceptionnelle, pouvoir d'achat. Quand on a eu effectivement des difficultés en 2020, on a aidé. Et surtout ce qui a été fait pendant la crise, c'est qu'on a aidé les Français, on a aidé les entreprises à sauvegarder les emplois. Alors moi, quand j'entends l'État s'enrichit, mais c'est pas possible. L'État, c'est qui ? Ben, c'est nous tous. Parce qu'en supprimant la TVA, on fait quoi ? On réduit les recettes de l'État. Et en réduisant les recettes de l'État, c'est les secteurs publics et c'est des services publics en moins. Donc voilà ce que nous propose le Front National, c'est de réduire les services publics. Ah, bien évidemment, ils diront on ne va pas les réduire pour tout le monde. On va viser les immigrés, on va viser les fils d'immigrés, on va réduire les dépenses. Mais pour l'instant,
Pour l'instant, il ne propose rien. Il propose une réduction de taxes, alors que c'est des recettes de l'État et des recettes qui servent le service public. On aura l'occasion de revenir sur la question des services publics. Je vais vous laisser réagir, Monsieur Aubry-Spy. On réduira évidemment les dépenses publiques, parce que si on réduit les recettes dans le cadre d'un programme qui a été chiffré et équilibré, eh bien on va réduire toutes les dépenses liées à l'immigration. On va faire Alors, une si lutte. je peux me permettre, on va peut-être essayer de recentrer quand même sur la question du pouvoir d'achat. Alors, le pouvoir d'achat, les dépenses de je dis l'État, c'est simplement important, mais... deux choses. En faisant remarquer d'abord que le Front National n'existe plus depuis plusieurs années et que, comme je l'ai dit, je suis membre de l'Avenir français. La famille Le Je Pen, n'ai pas changé en ralliant la candidature de Marine Le Pen. C'est une insulte aux 8 millions d'électeurs qui ont voté pour elle au premier tour que de parler d'extrême droite lorsqu'on s'adresse à quelqu'un quand qui vous avez soutient... Mariani, Excusez-moi, le s'il copain vous de plaît, Poutine et je parlerai. S'il vous plaît, je parlerai. On ne va pas faire un débat. Et Monsieur L'Aquila, s'il vous plaît. Monsieur L'Aquila, Je parlerai de... Est-ce que vous pourriez revenir sur la question du pouvoir d'achat? On ne va pas faire un débat sur vos personnalités, vos choix, ni sur l'historique du Front National. Mais il faut être sérieux. Revenons sur la question du pouvoir d'achat. Comment est-ce que vous objectives. comptez faire en sorte que les Français, que ce sentiment, qu'il s'agisse d'un sentiment ou d'une réalité, puissent retrouver du pouvoir d'achat dans les 5 années à venir? J'en ai parlé de façon générale sur les produits énergétiques, et encore une fois, il y aura évidemment des recettes qui seront qui accompagneront cette baisse des recettes par ailleurs pour l'État. Les réductions des dépenses publiques, tout le monde a eu connaissance des fameux rapports demandés à des cabinets de conseil avec des dépenses qui se sont chiffrées au total à 2 milliards d'euros qu'on a payé en plus à des cabinets de conseil américains qui ne payent pas d'impôts en France. Il y aura évidemment des économies là-dessus, il y aura des économies sur les dépenses publiques liées aux différentes agences, etc. Sur le pouvoir d'achat, en ce qui concerne les jeunes, nous avons prévu un certain nombre de mesures que défend Marine Le Pen, parce qu'elle souhaite effectivement que les jeunes puissent entrer dans la vie active, puissent avoir des revenus plus importants et ainsi un pouvoir d'achat plus élevé. Et c'est la même chose d'un autre côté sur les retraites. S'agissant des jeunes, je parle par exemple du chèque emploi formation apprentissage pour tous les jeunes de 18 à 25 ans qui seront versés aux entreprises. Je pense à tout ce qui sera fait aussi en matière d'impôt sur le revenu, pour le coup, puisque nous avons prévu une exonération de l'impôt sur les revenus pour tous les jeunes jusqu'à 30 ans et des dispositions... Des jeunes qui ne payent pas beaucoup d'impôts, et on cite toujours des exemples stupides de quelqu'un qui gagne beaucoup. On a cité souvent Mbappé, et c'est toujours les mêmes arguments qui reviennent, mais ces arguments, c'est pas parce qu'on les répète qu'ils sont évidemment valables. Les jeunes qui n'auront pas d'impôts à payer, ils vont avoir du travail qu'ils n'auraient pas forcément eu, parce qu'ils auront plus d'intérêt à travailler, ils auront un niveau de vie plus élevé, donc ils dépenseront plus. Il y aura aussi des recettes de TVA, et il y aura aussi l'exonération d'impôts sur les sociétés juste pendant 5 ans pour toute entreprise créée par un jeune de moins de 30 ans. C'est aussi une mesure d'allègement et qui permettra d'améliorer le pouvoir d'achat des jeunes. Même chose pour les retraites, on y reviendra si vous le souhaitez. Si vous permettez, nous, les mesures qu'on propose, on est crédible quand on le dit. Alors excusez-moi, je permets juste de vous interrompre. Je reste sur le pareil. Sur les mesures que vous proposez. Vous avez beaucoup parlé de votre bilan. Tout à fait. Mais regardez, vous savez, quand on fait le bilan, on voit ça rend crédible, en tout cas, nos propositions. C'est 600 milliards de dettes. Pardon, la prime Macron, la prime Macron, qui était de 1 000 euros, avec un accord d'intéressement, était de 2 000. Moi, je me suis battu pendant 4 ans pour qu'on la double, qu'on la triple. Aujourd'hui, elle va passer de 1 000 euros à 6 000 euros, en dehors de toute charge pour les entreprises et d'impôt sur le revenu pour ceux qui l'aperçoivent. Et on parlait tout à l'heure de la répartition de la richesse. Bien sûr qu'on crée de la richesse, il faut créer de la richesse, et les entreprises sont là pour créer de la richesse. Sauf qu'une entreprise, c'est des patrons, c'est du capital, mais c'est aussi des salariés. Et c'est comment répartir cette richesse créée, cette valeur ajoutée créée. On a commencé à le faire avec les accords d'intéressement, avec la prime Macron. Dans le projet qui est prévu, chaque entreprise qui va distribuer des dividendes aura l'obligation, je dis bien l'obligation, de distribuer aussi du pouvoir d'achat au travers de primes, au travers de l'intéressement aux salariés. Ça, c'est des mesures concrètes. Pareil pour les retraités. Aujourd'hui, les petites retraites à 800 euros ne permettent pas à quelqu'un de vivre. Les retraites vont être à minimum 1 100 euros. On va indexer immédiatement, dès l'automne,
les retraites sur l'inflation, parce que le taux d'inflation est là, est présent, et effectivement, ce n'est pas qu'un ressenti, il y a un taux d'inflation qui est présent, il va falloir faire face. Ce que nous propose finalement le Front National, parce que moi je continue à les appeler le Front National, je les ai combattus depuis des années. À ce moment-là, je m'en vais, je ne suis pas concerné. Écoutez, si vous n'êtes pas concerné, je parle d'une candidate. Si je peux me permettre, en toute objectivité, le parti et le Rassemblement national. Je parlerai toujours du Front National, que vous le vouliez ou pas. Ce qu'il nous propose, c'est d'abord une sortie de l'Europe. Alors je vais parler de l'UDF. Ce qu'il nous propose, c'est une sortie de l'Europe. Or, on a vu, par exemple, au niveau, puisqu'on est revenu sur le prix du pétrole et le prix de l'énergie, ceux qui sont sortis de l'Europe aujourd'hui, l'Angleterre, voient le prix de l'énergie flamber de plus de 40%. Alors qu'en France, on a pu maintenir des prix à plus de 4% et pas plus. Ça, c'est grâce à l'Europe. C'est grâce à l'Europe. Alors peut-être rapidement une réponse, Monsieur Fabre-Aubrespy, sur cette question de l'Europe. Est-ce qu'il y a une influence entre le lien entre l'Europe et le pouvoir d'achat, du coup, pour les Français directement? Qu'est-ce que vous avez à répondre sur cette question? J'ai été député européen, vous savez, il y a 25 ans, pendant 5 ans. On disait déjà que ceux qui voulaient une autre Europe étaient contre l'Europe. Et on continue à jeter l'anathème sur tous ceux qui veulent corriger les défauts de l'Europe. L'Europe, ça doit être une Europe des nations. Ce qu'on oublie de dire, c'est que l'Europe a acheté, par exemple, pendant la crise sanitaire, des vaccins hors de prix, dans des contrats qui n'ont même pas été publiés. Il y a des entreprises... Votre candidat voulait le vaccin de Poutine. Il aurait pu, absolument pas, il aurait pu y avoir, un minimum de ristourne, comme il y a en général avec les laboratoires pharmaceutiques. Là, il n'y en a pas eu. On peut distribuer et prévoir un intéressement pour les salariés. Il faut d'ailleurs préciser quelles entreprises sont concernées. Le président Emmanuel Macron a été le président des milliardaires, le président des très riches. On a 600 milliards d'euros de dettes. Et pendant ce temps, pendant cette distribution de richesses dans les très grandes entreprises, il y a des Français et des Françaises qui souffrent. Une dame me disait 300 € par mois de pouvoir d'achat chaque mois dans sa pension de retraite par tout ce qu'elle a perdu. Alors maintenant, arrivent les élections. Arrivent les élections. Et toutes les promesses sont faites. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Écoutez, le président des riches, je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est le président est très riche. Je n'ai pas dit le président des riches. S'il vous plaît, on ne s'entend plus. S'il vous plaît, répondez rapidement, s'il vous plaît. On va enchaîner sur un autre sujet. Allez dire ça à celui qui ne pouvait pas, ou celle qui ne pouvait pas se payer une paire de lunettes parce qu'elle n'avait pas l'argent pour. Celle ou ceux qui ne pouvaient pas se payer un appareil auditif ou un appareil dentaire. Voilà ce que vous appelez le président des riches. C'est celui qui s'est occupé des jeunes, qui s'est occupé des pauvres, celui qui a mis... c'est pas ce que les Français Non. S'il vous plaît, on va arrêter là maintenant sur la question du bilan. Nous, on voudrait plutôt connaître les mesures qui vont être mises en place dans les 5 ans à venir par vos deux candidats s'ils sont élus. Et du coup, dans la thématique du pouvoir d'achat, on a commencé à l'évoquer rapidement. Nous, ce qu'on aimerait évoquer, c'est la question des retraites, qui quand même cristallise les débats depuis quelques semaines, notamment depuis l'annonce d'Emmanuel Macron de repousser l'âge de départ légal à la retraite à 65 ans. Marine Le Pen, de son côté, parle de 62 ans et 60 ans lorsqu'on commence à travailler avant 20 ans, si je ne me trompe pas. Alors, en termes de temps, on a Monsieur Fabre-Aubrespy qui est légèrement en retard. Vous allez pouvoir donc répondre à cette question. Comment est-il possible, selon vous, de maintenir cet âge légal de départ plus bas, contrairement à ce que propose Monsieur Macron? La proposition du candidat Emmanuel Macron n'est pas nouvelle, puisqu'il a déposé un projet de loi en 2019 qui portait l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Ce projet de loi, ces projets de loi, il y en avait deux, organiques et ordinaires, ils ont été votés par l'Assemblée nationale, à laquelle appartient le député Mohamed Lakila, qu'il a lui-même d'ailleurs probablement voté, et ils n'ont pas été retirés. Ils sont toujours dans la navette parlementaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Aujourd'hui, avant le premier tour, le 8 mars exactement, le candidat Emmanuel Macron dit « Je proposerai la retraite à 65 ans ». Et voyant les résultats du premier tour, soucieux d'électoralisme et de grappiller des voix qui lui manquent naturellement pour atteindre 50% qui sont nécessaires pour être élu le 24 avril, il fait un recul en disant on pourra discuter, on pourra éventuellement faire un référendum, on pourra passer à 64 ans. Ce que Marine Le Pen dit, c'est la retraite, c'est pas simplement une mesure, de compensation du travail effectué, c'est une mesure de bien-être pour l'ensemble des Français. La retraite, c'est le
moment, l'âge à partir duquel on commence à pouvoir s'occuper de ses petits-enfants, par exemple, ou bien voyager, etc. Donc il faut une retraite décente. Nous proposons effectivement que la retraite soit revalorisée. On parle d'indexation, mais on en parle subitement. Elle n'a pas été indexée pendant des années. Donc le pouvoir d'achat des retraités a reculé. Et effectivement, première mesure, vous avez commencé à travailler avant 20 ans avec 40 annuités, vous partez à 60 ans. On tient compte, en se faisant, des carrières difficiles, parce que l'expérience montre que ce sont les carrières les plus difficiles que l'on commence jeune, celles des ouvriers par exemple, et qu'on a besoin à ce moment-là d'une retraite plus tôt. Je rappelle que l'espérance de vie de celles et ceux qui ont des carrières difficiles dans leur jeunesse, elle est de 3 à 5 ans, selon qu'on est femme ou homme, moins élevée que celle de l'ensemble des Français. Donc elle permettra effectivement d'avoir une meilleure retraite. Et puis ensuite, on a un étalement avec les 42 annuités pour 62 ans et un étalement pour la suite des opérations. J'observe que d'ailleurs, on nous disait en 2019 qu'il y avait urgence à sauver le système des retraites. Et en fait, le système des retraites n'accroît pas considérablement ses difficultés. Donc on peut proposer les mesures qui sont actuellement celles de Marine Le Pen. Très bien, je vous laisse répondre donc sur votre Apparemment, projet. Le représentant de Marine Le Pen n'était pas sur la même planète que nous. Il y a eu une crise grave qui a fait que ce projet-là, qui était sur la table effectivement, a été mis de côté. Il y avait une crise grave. Sur la réforme des retraites, d'abord commençons par dire, est-ce que notre système aujourd'hui par répartition est le meilleur ? Il y a d'autres systèmes qui existent, par capitalisation notamment. Est-ce qu'il faut le préserver ? Et la réponse est oui. Quand on interroge les Français, la réponse est oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les retraités d'aujourd'hui, ceux qui touchent leur pension, c'est bien ceux qui travaillent qui les payent. Je ne mets pas de cotisation de côté pour mes vieux jours. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui un équilibre à trouver entre les gens qui travaillent et on s'y attelait, puisque je vous rappelle tout simplement le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans, et chez les jeunes depuis plus de 40 ans. En fait, il a laissé de plus en 34 000. Je ne vous ai pas interrompu. 34 000. Voilà, je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Je vous ai pas interrompu. On va parler d'autre chose ensuite. Donc, le chômage baisse, c'est-à-dire que les gens travaillent de plus en plus. Qu'est-ce qu'on fait ? Le Front National, ils nous disent il faut baisser à 60 ans. Comment vont-ils financer ? Par l'augmentation d'impôts ? Par la baisse des pensions ? Alors que nous-mêmes, on dit la chose suivante. Aujourd'hui, les pensions ne doivent pas être inférieures à 1 100 € par mois. Et j'ai rencontré sur le terrain des gens qui ne les gagnent pas, effectivement. Bien sûr. Il y a le taux d'inflation, je vous l'ai dit tout à l'heure. À partir de l'automne, ça sera une indexation sur le taux d'inflation pour les retraites, pour les petites retraites. Les gens vivent davantage et plus longtemps. Il y a aussi, on s'était attelé d'ailleurs sur les régimes spéciaux, à les supprimer. Ça a été fait déjà pour la SNCF, pour les nouveaux entrants. Eh bien, il y a une méthode, c'est celle qui sera appliquée si nous sommes encore au pouvoir. C'est celle des discussions avec l'ensemble des parties prenantes pour arriver à un régime qui soit équilibré. Ce sera 65 ans, 64 ans, peu importe. Mais il faut équilibrer avant tout notre régime pour éviter ou d'augmenter les impôts ou de diminuer les pensions. Alors que juste les choses soient claires avant qu'on passe à une dernière question, pour vous, l'âge de départ à la retraite à 65 ans, est-ce qu'on le maintient ? Est-ce qu'on le discute du coup comme Je vous dis sur la méthode, et je crois que le président de la République l'a dit d'une façon très claire hier. Il y aura une discussion. Et de toute façon, ça sera au Parlement de trancher à ce niveau-là. Il y aura des discussions, il y a ceux qui voudront aller beaucoup plus loin. Et de toute façon, et en plus, ça sera étalé, même si on monte l'âge à 65 ans, c'est étalé sur 10 ans. Et ça touchera ceux qui sont nés à partir de 69. Très bien. Alors, j'aimerais terminer ce premier thème avec une question. Je vais vous demander de répondre assez rapidement, si c'est possible, chacun. On a évoqué donc le pouvoir d'achat avec notamment le prix de l'énergie. On a parlé du coup des retraites qui effectivement entrent dans cette thématique du pouvoir d'achat. On a quand même une question qui revient derrière le pouvoir d'achat. Effectivement, il est ressenti comme en baisse, notamment évidemment par les classes populaires et les classes moyennes. Donc nous, on voudrait, en dernière question, traiter quand même du thème des inégalités et donc de la redistribution. On a entendu une question à ce sujet dans la petite vidéo qu'on vous a proposée. Qu'est-ce que vous proposez pour réduire les inégalités qui se sont là constatées statistiquement, augmentées, creusées
durant la période de crise sanitaire sur les 2 dernières années. On va redonner la parole à Monsieur Favreau-Brespi pour répondre à cette question. Je vous demande de le faire assez rapidement si possible. Très rapidement, un certain nombre de mesures sont proposées qui consistent effectivement à permettre la revalorisation des salaires grâce, par exemple, pour une entreprise qui fait une augmentation, à ne pas avoir pour un certain montant de charges sociales qui sont liées à cette augmentation, ce qui augmentera évidemment le pouvoir d'achat de celles et ceux à qui c'est destiné. Et c'est tout un ensemble. Vous aurez aussi un accès plus facile des jeunes, parce qu'on parlait du non-emploi, enfin du chômage. Et c'est pas vrai, vous regardez les chiffres qui sont publiés, c'est 34 000 personnes qui sont sorties des demandeurs d'emploi, si on croit la DARES. Donc vous aurez effectivement des allocations qui seront revalorisées, vous aurez des mesures qui permettront le pouvoir d'achat. Quand on a parlé de la taxe d'habitation, j'ai cité la taxe professionnelle, parce qu'on va avoir très vite la taxe foncière sur les propriétés bâties, parce que sur les propriétés non bâties, les terrains, c'est pas la même chose, mais sur les propriétés bâties, on a déjà des exemples. Marseille a annoncé une augmentation considérable du taux de la taxe foncière, donc on va prendre d'une main ce qu'on a donné dans l'autre. Et enfin, je dirais que beaucoup de mesures sont annoncées à l'heure actuelle par le candidat Emmanuel Macron, mais il ne les a pas faites, ce n'est pas la vérité, pendant son quinquennat. Et d'ailleurs, il craint le peuple. Il ne veut pas de réunion avec des personnes qui l'interrogent, comme les citoyens d'Aix que nous avons entendus tout à l'heure. Je vous remercie. Je vais donner la parole à Monsieur Lakila sur cette question de la redistribution. Alors, Monsieur Macron a longtemps été appelé le président des riches. Qu'est-ce que vous répondez à cela et comment est-ce qu'il compte, dans les 5 années à venir, redistribuer une richesse, encore faut-il la créer. Je suis moi-même chef d'entreprise et expert comptable. J'ai créé mon cabinet. Je sais ce que ça veut dire que de créer des emplois. Donc, pour redistribuer une richesse, encore faut-il la créer. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 5 ans ? On a peut-être plutôt que de la créer, répondre sur la question de la redistribution. Justement, la redistribution, je reviens. Il faut d'abord la créer, la richesse. On ne peut pas redistribuer. Mais le temps nous dit qu'il faut peut-être enchaîner sur la partie la redistribuer comment ? Je vous ai dit tout à l'heure, pour la prime Macron, on passe de 1 000 à 6 000 euros. C'est pas rien. La possibilité pour les entreprises de distribuer 6 000 euros, le rendre obligatoire par la loi pour celles qui distribuent des dividendes. C'est pas rien non plus. C'est par la loi qu'on va y arriver. Ensuite, je ne vous ai pas parlé de tout ce qui sera fait, comme la suppression de la redevance télé. Ça intéresse aussi les Français. Qui est une proposition qui est aussi portée Bien sûr, par elle a même été copiée. C'est une proposition que nous portons également. On va faciliter un tas de choses. Et je vous dis, c'est par le travail qu'on arrivera, et bien évidemment, en incitant les entreprises à mieux redistribuer cette richesse qu'ils ont acquise. Regardons simplement ce qui s'est passé au niveau des emplois dans les restaurants. Mais les salaires, ils ont augmenté de 30%. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, ça a redémarré après cette crise sanitaire et qu'on avait besoin d'employés. Les entreprises distribuent ce qu'elles ont. Et ce qu'elles ont, c'est ce qu'elles créent, c'est la richesse qu'elles créent. Donc cette valeur ajoutée, bien évidemment, on va l'accompagner, y compris par la loi, pour la redistribuer. Je vous remercie. On va pouvoir clore cette première partie qui était dédiée à la question du pouvoir d'achat, une thématique évidemment très importante. On va donc pouvoir passer à notre deuxième thème que je vais vous laisser découvrir tout de suite avec une nouvelle vidéo. Principalement l'éducation, parce que j'ai des enfants, donc je trouve qu'il y a de grandes réformes à faire, je pense, pour améliorer l'éducation des enfants. Sur le manque de moyens dans les écoles, Clairement. même du centre-ville, on le voit. La place des étudiants pour leur futur professionnel. Alors, est-ce qu'ils ont compris que les étudiants, c'est les futurs acteurs et les futurs adultes de demain qui doivent prendre l'économie de notre pays. Et pareil, la santé aussi, qui est complètement abandonnée. Voilà, alors comme vous le voyez, on va parler des services publics, notamment de l'école, qui est un sujet qui est beaucoup revenu, mais aussi de la santé. On va essayer de tout traiter si c'est possible, puisque dans l'école, on va parler de l'éducation, mais aussi de l'éducation supérieure avec les étudiants. On va commencer d'ailleurs par le sujet de l'école, l'éducation. Donc on l'a vu, c'est un sujet qui est très important. Beaucoup de gens nous en ont parlé. Comment garantir dans le cadre de l'éducation l'égalité des chances ? Comment tirer profit des compétences de chaque enfant ? Ce sont des questions qui préoccupent et plus généralement, on va se demander comment construire l'école de demain.
Je vais vous donner la parole, Monsieur Fabre-Aubrespy, une fois de plus, puisque vous avez un petit peu de retard. Quel est le projet global de Madame Le Pen pour l'école ? C'est évidemment un aspect très important de son programme. Nous avons le paradoxe de dépenser beaucoup pour l'école et d'avoir des résultats très peu satisfaisants quand on voit le nombre d'élèves qui, au sortir du primaire, ne savent pas les fondamentaux que sont les mathématiques ou la langue française. Donc, les premières mesures de Marine Le Pen, c'est de redonner de l'efficacité au système éducatif. D'avoir probablement des cours un peu plus longs, plus nombreux, de rééduquer les enfants avec les fondamentaux que j'évoquais, l'apprentissage de la langue, les mathématiques, l'histoire de France aussi, restaurer la sérénité à l'école par le port de l'uniforme qui évite les antagonismes et qui permet l'égalitarisme entre les élèves, mais aussi le respect des maîtres. Ça veut dire revaloriser le métier des enseignants, le revaloriser sur le plan financier, mais aussi sur le plan du respect qui est dû à ceux qui enseignent le savoir. Il y aura aussi évidemment un plafonnement dans les écoles. On abandonnera un certain nombre de réformes, comme la réforme Blanquer du baccalauréat. Il ne s'agit pas de pousser artificiellement l'ensemble d'une classe d'âge ou un maximum d'avoir le baccalauréat. Il s'agit de donner la capacité d'affronter le marché du travail et de trouver une profession. Il y aura ainsi aussi la sanctuarisation des établissements scolaires, c'est-à-dire un réel poids donné aux enseignants, l'instauration de sanctions par les conseils de discipline à l'intérieur de l'école pour les élèves qui ne font pas leur travail, restaurer, si vous voulez, ce qu'était l'école de la Troisième République, avec le respect des maîtres, l'apprentissage du savoir et des qualités fondamentales, ce que doit donner une école publique à la hauteur de ce qu'on peut en attendre compte tenu des sommes que l'on y affecte. Très bien, merci beaucoup. On va directement donner la réponse. Là, on a effectivement encore deux modèles qui sont complètement différents. On a un modèle qui regarde le siècle dernier, qui veut remettre les blues à l'école, très bien. Et on a un modèle aujourd'hui qui s'intéresse plutôt à nos enfants et à demain. Donc le chantier de l'école, c'est très important dans l'éducation de nos enfants et d'une société en général. Il y aura, dans ce qui est prévu, conférence d'abord de l'ensemble des parties prenantes sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer, bâtir une solution tout seul. Il ne vous a pas échappé qu'il y a une expérimentation qui est lancée sur Marseille pour l'école de demain. Il va falloir travailler sur ce genre d'expérimentation. Et surtout, poursuivre le dédoublement des classes. Une classe à plus de 30 élèves, 35 élèves, et notamment dans les QPV, on ne peut pas parler de chance d'une vie. On a fait... C'est-à-dire qu'on est crédible par rapport à ce qu'on dit. On a dédoublé les classes dans les QPV. On veut y aller plus loin. On veut y aller plus loin et toujours dans cette s'occuper davantage de nos enfants et donner un peu plus de pouvoir, d'appréciation aux directeurs d'établissement. C'est l'expérimentation qui est lancée sur Marseille. Le bien-être, également à l'école, avec ce qui est prévu dès le primaire, avec 2 heures en plus par semaine au collège. Une demi-heure de plus dans le primaire et 2 heures dans les collèges. Pareil pour les accompagnants. Il y a des élèves qui sont aujourd'hui en difficulté. On va passer à 35 heures le nombre d'heures consacrées par les accompagnants des élèves qui sont en situation de difficulté et d'handicap. Ça, c'est prévu dans notre projet. Donc vous voyez que concernant ce qui a été reproché aujourd'hui au Parcoursup, aujourd'hui beaucoup d'étudiants malheureusement arrivent au supérieur et s'orientent très mal par rapport au marché. Savez-vous qu'on forme davantage de docteurs en sociologie que sur tout le reste de l'Europe? On a besoin de sociologues, bien évidemment. On en a besoin. Mais souvent, quand ils ne sont pas dans les grandes entreprises ou quand ils ne sont pas enseignants, il faut que ça soit complété par d'autres matières pour aboutir à un métier. C'est ça qui va être accompagné. Et donc, on va faire découvrir les métiers dès le jeune âge. À partir de la 6e, 5e,
on va faire découvrir les enfants, l'écologie. Moi, j'irais même plus loin, parce qu'on a un modèle, c'est la Belgique. On apprend dès le primaire ce que c'est qu'une entreprise, comment fonctionne une entreprise, et comment on découvre petit à petit les métiers de demain. Des métiers d'ailleurs qui n'existent peut-être pas aujourd'hui. Voilà, quand on regarde vers l'avant et quand on construit un projet pour nos enfants et nos petits-enfants, c'est demain, c'est pas reculer pour retrouver l'école de nos grands-parents. Alors, on le voit à vos deux commentaires, il y a quand même, on sent que vous vous rejoignez quand même sur l'idée qu'il faut favoriser la formation professionnelle. Comment est-ce qu'on peut du coup différencier vos deux projets sur cette question ? Juste, je reviens sur la formation professionnelle. Regardez ce que nous avons fait au niveau de l'apprentissage. Ça fait des années qu'on dit, observons ce qui se passe chez nos amis allemands. Aujourd'hui, avec la réforme de l'apprentissage, c'est 730 000 apprentis de plus. C'est quelque chose qui est apprécié par les apprentis eux-mêmes et par les entreprises. Ça, c'est une réalité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que nous sommes crédibles quand on dit on va réformer aussi les lycées professionnels pour aller davantage vers des métiers où il y a un vrai marché plutôt que venir compléter la horde de chômeurs. Alors, Monsieur Fabre-Brespi, peut-être répondre sur cette question. Comment est-ce que Marine Le Pen ferait-elle mieux ? Partirait-elle dans la même direction que Monsieur Macron ? Sur le plan de l'enseignement professionnel, j'observe que beaucoup a été fait. On a encore fait une énième réforme et on a actuellement le taux d'emploi chez les jeunes le plus faible des pays de l'OCDE, avec 36% environ. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et je reviens sur ce que je disais sur l'enseignement, parce que j'ai parlé de la revalorisation des enseignants. C'est quelque chose de très important. 3% par an pendant 5 ans sur leur niveau de vie. La façon de les recruter aussi, de mettre fin au recrutement par les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation et revenir à un système de CAPES comme il y avait autrefois et d'inspection par des pairs. Et donc, je crois que le respect qui est dû à l'école, le fait de sanctionner les plus récalcitrants, le fait de mettre fin aussi à l'apprentissage des langues d'origine. Ça, c'est pas le rôle de l'école primaire. On peut attendre, il y a des langues qu'on peut apprendre et on peut le faire dans le cadre du collège et redonner les fondamentaux à nos élèves de façon à ce qu'ils arrivent à la fin du primaire en sachant lire et écrire. Ensuite, tout ce que j'ai dit sur l'apprentissage, le fait de trouver les meilleures filières, ne pas faire des filières qui soient inadaptées aux métiers de demain et de répondre en liaison avec les organismes professionnels aux demandes qui sont faites en matière d'emploi. Bon, donc vous semblez quand même rejoindre un petit peu le point de vue de M. Laqhila sur la question de la formation professionnelle. Oui, sur la formation professionnelle, mais c'est pas le plus important. Si au départ, une classe d'âge ne possède pas les minima fondamentaux en matière de savoir, et encore une fois, je parle de l'apprentissage de la langue française, je parle de l'apprentissage aussi des mathématiques, qui jouent quand même un rôle important, et de l'histoire de France aussi, eh bien, on n'aura pas de résultats ensuite par l'intermédiaire du collège ou des instituts de formation. Très bien, bon, on a à peu près réussi à vous mettre d'accord sur au moins un sujet. On n'est pas d'accord du tout sur ce qui a été dit quand même sur... Parce qu'on vise toujours la même population, les langues d'origine. Ça veut dire quoi, les langues d'origine ? On ne va pas... par exemple, l'apprentissage de l'arabe. Et l'apprentissage du russe, par exemple ? Mais l'apprentissage du russe, il n'a pas besoin d'être... C'est une richesse que d'apprendre une langue. Il n'a pas besoin d'être... Quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Oui. Donc, vous visez toujours la même population, c'est l'arabe. Vous visez toujours la même population, c'est les musulmans. Vous visez toujours la même population, c'est les maghrébins. Donc là, on a les relents du Front National qui sont là et qui sont incarnés. Monsieur Laqhila, on va donner la réponse à Monsieur Fabre. Oui, il y a un vrai problème d'immigration. Il faut mettre fin à tous les clandestins qui sont présents sur le territoire, à tous ceux qui ne, qui sont mais là, vous vous attaquez à leurs enfants. Vous attaquez à des enfants et les enfants, probablement. Monsieur Laqhila, s'il vous plaît, on va rester sur la question. On va rester sur la question. La langue d'origine. De vous êtes dans une famille où il y a 2 langues. Vous apprenez par vos parents la langue d'origine. Vous n'avez pas besoin qu'elle soit apprise à l'école. Ça,
Vous le faites éventuellement en choisissant une langue, dès lors qu'elle est dans le catalogue des langues proposées, à partir de la fin de l'école primaire ou du début de l'école secondaire. On a compris vos positions à tous les deux sur l'enseignement des langues étrangères et locales. On va pouvoir passer sur la thématique de la santé, qui est quand même très importante aussi, puisque il y a exactement 2 ans, nous étions en pleine période de confinement. La pandémie de Covid-19 apparaissait dans le monde entier et en France et dans de nombreux pays d'ailleurs. Elle a mis à jour de nombreuses difficultés de notre système de santé, que ce soit les questions de système hospitalier ou plus généralement du système de santé. Alors, quelles conséquences, je vais donner la parole à Monsieur Lakila, avez-vous tiré de cette crise en tant que membre de la présidence sortante ? Cette crise a révélé effectivement plusieurs problématiques, dont celle de l'industrialisation et de la production, tout simplement, de nos médicaments en Europe. Je parle à l'échelle de l'Europe, parce que ce n'est pas un sujet simplement qui est franco-français. On a pu, grâce à l'Europe, faire face à cette crise. Madame Le Pen, qui à un moment donné était pour le vaccin, contre le vaccin, puis ensuite pour le vaccin russe, le gouvernement aussi. Pour le vaccin russe. Vous voyez comment elle tergiverse d'une discussion à l'autre. Eh bien, nous, on s'est occupé des Français, on a d'abord, principalement, sauvé des vies en France. Donc il y a eu le confinement, mais il n'était pas uniquement... Monsieur Lakila, je vous interromps tout de suite. La question du Covid est très importante. On veut plutôt parler des questions de santé, des conséquences qu'on tire de la crise. On réindustrialise et on produit en Europe. Je dis bien en Europe, avec nos amis européens. Ensuite, au niveau de la santé, c'est donner la priorité à la prévention. Aujourd'hui, on ne fait pas suffisamment de prévention, et notamment pour nos enfants. Et quel que soit l'âge d'ailleurs. Donc ce qu'on prévoit, en tout cas dans le projet, c'est aux âges de 25 ans, 45 ans et 60 ans, un bilan santé complet et gratuit. Même si je n'aime pas beaucoup le terme gratuit, puisque nous payons évidemment. Rendre l'hôpital beaucoup plus humain. Parce qu'aujourd'hui, les médecins, ils vous disent on est trop accaparé par l'administratif. Donc, il faut qu'ils soient entourés et qu'ils ne soient pas accaparés par tout cela. Et faire en sorte qu'ils participent à la gouvernance aujourd'hui des hôpitaux. On a des hôpitaux qui fonctionnent très bien. Sur Aix, on est assez bien pourvu en matière de santé. Moi, j'aimerais aussi qu'on compare un petit peu la santé dans le monde, au moins au niveau européen. Donc, on s'en sort pas mal. Des crises, fort heureusement, ça arrive pas tous les jours, mais aujourd'hui, nous sommes prêts. Nous avons appris de cette crise sanitaire, mais je pense que le monde entier a appris. Et nous allons tout faire, et c'est ce que nous avons commencé à faire, à relocaliser, bien évidemment, en France et en Europe, la production avant tout des médicaments. Merci beaucoup, Monsieur Fabre-Aubrespy. Pardon, je continue tout très simplement. Rapidement, s'il vous plaît. 30 secondes. Ce que nous avons commencé à faire, c'est mettre fin au numerus clausus dès le début du mandat, avant même la crise, parce que, bien évidemment, on ne forme pas assez de médecins. Donc, ça, c'est fait. Bien, médecin, il faut du temps, il faut une dizaine d'années, 12 ans pour les spécialistes, pour arriver à former le médecin. Donc, tout ce qui a été fait pendant 5 ans, on va le confirmer sur les 5 ans qui arrivent. Donc, cette dernière mesure que vous proposez qui répond à la problématique des déserts médicaux, qui est une problématique qui est assez importante. Il y aura des propositions en la matière, d'ailleurs. Très bien, je vous remercie de le préciser. On va donner la parole, donc, Monsieur Fabre-Aubrespy, vous pouvez répondre. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour résoudre le problème général de la santé en France, et notamment sur ces thématiques. Du coup, on a parlé de l'hôpital et des déserts médicaux. Bon, là, d'abord, je commence par l'hôpital. L'hôpital, on a supprimé environ 100 000 lits entre 2000 et 2020. Sur ces 20 années, Emmanuel Macron a été proche. En 2000, il n'était pas Hollande. Président. Non, mais j'ai dit les 10 dernières années, donc je parle depuis 2012. Depuis 2012, il était conseiller de François Hollande, ministre de François Hollande, ministre de l'économie et des finances de François Hollande, puis ensuite président de la République. On a donc réduit de 25% les lits d'hospitalisation, et la crise sanitaire a révélé une crise qui couvait depuis longtemps, qui se traduit par un manque de médecins, de personnel soignant, par une envie, c'est une enquête de la Fédération hospitalière de France,
avec 40% des infirmières qui ont envie de changer de métier, donc qui ne sont pas bien dans leur peau. On les a encensées au moment de la crise du Covid, mais on n'a pas valorisé véritablement leur salaire et leur formation. Ceci pour l'hôpital. Il y a aussi des déserts médicaux. 7,4 millions de Français vivent dans un désert médical, c'est-à-dire dans des zones où il faut aller très loin pour trouver des médecins, où on n'a pas accès forcément à des hôpitaux. Et donc, il faudra évidemment résoudre ce problème par des incitations financières, comme le propose Marine Le Pen, payer un peu plus la consultation lorsque on a un médecin dans un environnement où il y a très peu de médecins parce qu'il y a un véritable désert médical, par exemple, augmenter le nombre de maisons et de centres de santé pour permettre à tous les Français d'accéder aux soins les plus urgents et les plus importants. S'agissant de l'hôpital aussi, il y a un vrai problème de gouvernance. On a eu 2 grandes réformes dans les 10 dernières années ou 15 dernières années. En 2009, avec une loi qui était pilotée par Roselyne Bachelot à l'époque, et ensuite en 2019, j'observe que la gouvernance de l'hôpital, ce n'est pas la bonne gouvernance. Il faut redonner le pouvoir médical aux médecins et le pouvoir administratif aux directeurs. Et il faut supprimer aussi les agences régionales de santé, redonner aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales la tutelle sur les hôpitaux comme elles le faisaient autrefois, et pas avoir ces gigantesques agences qui vous introduisent une technocratie épouvantable. Il suffit de regarder leur siège, par exemple, à Marseille pour s'en apercevoir. Une réponse peut-être rapidement, Monsieur L'Aquila, sur la question des ARS. Effectivement, Marine Le Pen propose de les supprimer. Je pense que M. Aubry-Spy n'est pas à jour de ses connaissances. Dans la loi 3DS, ça a été revu. C'est-à-dire que les ARS n'ont plus le même pouvoir que par le passé. J'aimerais bien savoir sur quel point. Moi, sur la gouvernance, tout simplement. Que je constate, et sur le conseil d'administration, ça ne dépend. Alors, s'il n'y a plus d'ARS, moi, je constate simplement qu'au moment de la crise du Covid... Et heureusement qu'il y a les ARS, parce que quand on voit les interventions qu'ils ont faites dans les maisons de retraite, il y en a une qui a été fermée sur Aix. Parce qu'elle ne respectait pas, justement, toutes les normes. Oui, mais ça pouvait... Donc les ARS sont là, elles font leur travail. Bien évidemment, il fallait revoir la gouvernance. Elle a été revue par la loi. Ça pouvait être revu dans le cadre des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de fonctionnaires et on ne fait pas appel à eux. On fait appel à des organismes qui sont créés. Je vais te donner un seul exemple. Tout le monde comprendra. Lorsque j'étais maire, j'ai voulu créer un centre de dépistage dans ma commune, Cabriès. Eh bien, j'ai attendu le feu vert de l'ARS pendant 10 mois. Heureusement que j'ai ouvert le centre sans avoir l'autorisation de l'ARS. Ce que je dis là, tous les médecins le constatent, et un certain nombre de professions médicales ou paramédicales, les agences régionales de santé sont devenues un mastodonte administratif qui n'est pas adapté à la mission d'urgence en ce qui concerne le système de santé en France. Écoutez, je vous remercie. Je pense que la question est claire sur la question des ARS. Donc, vous êtes pour une suppression totale. Oui. Vous, Monsieur L'Aquila, vous avez donc défendu une réduction du pouvoir bureaucratique des ARS. A déjà été votée, donc on ne peut pas revenir là-dessus. Il faut un organisme de contrôle sous l'autorité du préfet. C'est ce qui a été voté dans la dernière loi de 3DS. Oui, mais la gouvernance des hôpitaux n'a pas été changée. Moi, j'ai présidé des conseils d'administration d'hôpital. J'ai présidé des conseils d'administration. J'ai présidé notamment le conseil de l'hôpital des 15-20, qui est un hôpital national d'ophtalmologie, le meilleur de France et probablement d'Europe. Il y avait une commission d'établissement, il y avait des médecins, il y avait un directeur et il y avait donc une répartition des tâches. Ceci n'existe plus. Maintenant, c'est le directeur qui fait tout. Et ça, ce n'est pas normal. Au directeur l'administratif, au médecin le médical. Je vous remercie. Vos points de vue sont, je l'espère, assez clairs. On va terminer cette partie donc, qui était dédiée au service public. Et on va pouvoir enchaîner sur notre dernier thème. Je vais vous proposer de regarder une nouvelle vidéo qui va vous permettre de voir de quel thème il s'agit, donc avec des commentaires des Aixois que nous avons rencontrés. Par rapport aux élections, le sujet qui me préoccupe le plus, c'est par rapport au climat. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que c'est le débat du siècle. Il faut vraiment prendre des mesures par rapport à ça. Et vu tout ce qui se passe, c'est le sujet qui m'inquiète le plus, quoi. L'écologie, ouais, moi aussi, écologie. Et l'écologie. Parce que je crois qu'il nous reste que 3 ans pour faire quelque chose avant que nos enfants ne puissent pas vivre correctement, ouais. Donc ça fait peur. Je pense que d'un point de vue écologique, il y a beaucoup à faire. On entend beaucoup le mot écologie, je ne suis pas sûre aujourd'hui qu'on le traite vraiment.
J'ai l'impression que c'est un mot un peu, un passage obligé pour se sentir concerné, mais ce n'est pas suffisamment traité dans le fond. Mais ma question est la suivante. Je voudrais savoir quelle est la politique que le candidat ou les deux finalistes comptent mettre en place par rapport au sujet du réchauffement climatique dans les 5 années à venir. Parce qu'il faut savoir que la planète est vraiment menacée et il faut prendre ce sujet très au sérieux. Très bien, donc comme vous venez de le voir, on va parler pour terminer ce débat. Notre dernier thème sera donc consacré à l'environnement. C'est un sujet qui est majeur aussi, une très grosse préoccupation des Aixois qui concerne directement tout le monde, d'ailleurs que ça ne s'arrête pas à l'échelle nationale. C'est un thème qui est particulier, qui est notamment très évoqué à gauche aujourd'hui, l'écologie qui est placée plutôt sur ce bord politique. Et on a eu beaucoup de réactions dans ce camp à la vue des résultats dimanche soir. Nombreux sont ceux qui, à la vue des résultats, ont déploré le fait que l'écologie serait la grande absente de ce second tour, du fait donc des candidatures de M. Macron et Mme Le Pen, puisque, il faut bien l'avouer aussi, ce sont quand même des thèmes qui sont assez peu visibles dans vos programmes respectifs. Je vais donner la parole d'abord à M. Lakila. Qu'avez-vous à répondre à cette question, à cette préoccupation de nombreux Français qui s'inquiètent de l'absence de visibilité de la question écologique dans votre programme ? Question essentielle, et vous faites bien de le rappeler, absente du débat. Mais partons tout simplement d'un constat. Ce qui a été fait et ce qui est prévu de faire. Parce qu'il est toujours bon de rappeler ce qui a été fait. Je vous rappelle que c'est sous l'impulsion d'Emmanuel Macron qu'il y a eu l'arrêt de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Je vous rappelle, la Montagne d'Or, en Guyane. Ce qui est prévu. D'abord, c'est de lutter contre l'érosion de la biodiversité. On l'a fait et on va l'accentuer, avec un objectif de 30% du territoire sous protection, avec, sur 10 ans, planter 140 millions d'arbres sur notre territoire. Ce qui est prévu, c'est de répondre à l'urgence écologique et climatique. Comment ? En mettant fin, tout simplement, au charbon. Ça a été fait, il reste encore une exploitation qui sera fermée en 2023-2024. Ça, c'est prévu. Ce qui est prévu pour 2035, c'est 50% du nucléaire. Et on voit l'importance du nucléaire aujourd'hui et 50% d'énergie renouvelable. Dans notre territoire, on travaille beaucoup sur la biomasse. Essentiellement là-dessus. C'est la neutralité carbone pour 2050. Je siège à la commission finances. Savez-vous que, depuis 2 ans, en dehors du budget, sur les finances, sur les finances publiques, nous avons voté un budget vert. Nous sommes le premier pays au monde, je dis bien au monde, et je renvoie tous les jeunes, tous ceux qui s'intéressent à cette question, sur le site du gouvernement. Nous sommes le premier pays au monde à avoir voté un budget vert qui va expliquer chacune des lignes budgétaires avec son impact positif ou négatif sur l'environnement. Nous sommes le seul pays au monde à l'avoir fait. Et on montre le chemin par rapport à ça. On va continuer à lutter contre la pollution plastique, bien évidemment, avec le zéro plastique jetable en 2040. D'ici 2025, c'est 100% de recyclage du plastique. 100%. Agir pour une économie circulaire. On l'a fait avec la loi qui a été votée pour l'interdiction faite aujourd'hui aux grandes surfaces de détruire les invendus et de lutter contre le gaspillage. Et donc, les invendus sont déjà redistribués aux associations. Pour les déchets, et notamment, on voit sur notre commune de Cabriès, les déchetteries sauvages, ce qui est prévu, c'est que les artisans pourront gratuitement se débarrasser de leurs déchets. On va continuer pareil pour soutenir la transition écologique dans l'agriculture, avec le bio qui est prévu dans les cantines, mais on va le généraliser. Et bien évidemment, avec cette sortie du glyphosate qui est prévue. Ne parlons pas de la rénovation énergétique des bâtiments. Là aussi, on met quelques milliards. Vous savez, sur le plan de relance, prévoit 30 milliards, je vous le dis. C'est des chiffres, ça parle peut-être pas beaucoup, mais 30 milliards sur uniquement cette thématique de l'environnement, de la transition écologique. Voilà ce qui est prévu. Je vous remercie. Je vais donner la parole tout de suite à M. Fabre-Aubrespy pour répondre.
Vous avez évoqué la place de l'écologie dans le débat. Le score du candidat écologiste est lié au fait qu'il ne faut pas confondre la défense de l'environnement avec des thèmes politiques et en faire ce que en faisait M. Jadot lors de l'élection. La préoccupation de la protection de l'environnement, elle est présente chez Marine Le Pen et elle le dit au travers de plusieurs propositions et expressions. D'abord, pour dire qu'on a eu tort de vouloir limiter la production de l'énergie nucléaire. La production de l'énergie nucléaire, c'est ce qui a fait l'indépendance énergétique de la France et ce qui lui a permis d'avoir une énergie meilleur marché que d'autres pays européens. Voyez le cas de l'Allemagne, qui est très dépendante du gaz de l'Est de l'Europe, Ukraine et Russie, et qui, du coup, est obligée de revenir au charbon. Donc, la proposition, c'est la mise en chantier de réacteurs de 4e génération et de microcentrales qui permettra, à côté de l'hydroélectricité, de la géothermie et la filière hydrogène, d'avoir la relance du nucléaire. Je dis la filière hydrogène, nous sommes pas loin d'ITER. Marine Le Pen, je crois, est l'une des rares candidates à être allée sur place. Le projet ITER est un projet à l'horizon 2050. Il permettra aussi, s'il réussit, bien entendu, à avoir de l'énergie qui nous permettra aussi de respecter le climat. Elle a proposé un moratoire sur l'éolien et sur les éoliennes. Donc, pourquoi ? Du charbon, peut-être ? Pourquoi ? Non. Pourquoi ? Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est d'abord qu'on subventionne beaucoup les éoliennes pour qu'elles tournent, parce qu'elles ne sont pas toutes dans des secteurs géographiques qui permettent un bon fonctionnement des éoliennes. Et d'autre part, elles ont besoin elles-mêmes d'énergie pour pouvoir fonctionner. Donc, on subventionne à coût élevé des instruments qui sont eux-mêmes alimentés par de l'énergie polluante. Donc, c'est un ensemble de mesures. Il y a évidemment des aides spécifiques aussi au maintien de la biodiversité des paysages ruraux qui sont proposées par Marine Le Pen en prévision de cette protection de l'environnement et du climat. Mais j'insiste sur le fait que la fermeture de Fessenheim, par exemple, alors qu'on a des possibilités, on a la technologie, on a la même exportée avec des techniciens de très haute qualité pour pouvoir produire en toute sécurité de l'énergie nucléaire et qu'on fait d'ailleurs des efforts considérables en matière de retraitement des déchets pour faire que cette énergie soit non polluante à horizon de 2050 également. Alors vous avez beaucoup parlé du coup de la question du nucléaire. Vous vous rejoignez sur l'idée qu'il faut investir dans le nucléaire. Monsieur Macron parle du coup d'un mix énergétique, comme vous l'avez rappelé, à 50%, de nucléaire et puis donc 50% d'énergie renouvelable. Est-ce que Marine Le Pen chiffre établi à un pourcentage Je pense qu'il pourrait être plus élevé parce que Monsieur Macron, il a changé. Il avait pris des décisions. Il n'avait pas pris la décision de relancer des centrales et en tout cas de les maintenir, comme on peut le faire au vu des rapports de l'autorité de la sûreté nucléaire. Et par conséquent, nous avons la chance, parce que ces décisions, elles ne sont pas à effet immédiat. Il faut du temps pour les mettre en œuvre et donc il faut poursuivre dans le développement de l'énergie nucléaire, qui est une énergie propre, spécifiquement française, qui n'a pas besoin de consommer pour être produite. Et puis, le moment venu, nous aurons le solaire et d'autres énergies. Je vous rappelle ce chiffre qui est important dans ce plan de relance qui a été voté. 30 milliards de relance qui sont consacrés uniquement à la transition écologique. Plus de 600 demandes de ma prime Rénov', pardon. On prévoit de rénover 700 000 logements par an. C'est des passoires thermiques. Plus de 420 bonus écologiques aux primes de conversion pour les véhicules. Ça, c'est prévu. Plus de 5 000 bornes de recharge électrique. Aujourd'hui, on voit bien la place des véhicules électriques sur le marché. C'est pour ça qu'il faut avoir de l'électricité. Bien évidemment. C'est pour ça qu'on va faire les deux. Alors que vous, si on vous écoute, c'est plutôt il faut revenir au charbon. Ou alors peut-être le gaz russe. Je n'ai jamais dit ça. Ou alors le gaz russe. Mais enfin, le gaz russe, il était acheté par qui ? Il était acheté par Total. Vous dépendrez de Poutine. Mais alors voilà. ça c'est quelque chose qui, dans un débat démocratique au XXIe siècle en France, est ahurissant.
répéter des contre-vérités. C'est pas des contre-vérités. Pour en faire des vérités. S'expliquer, monsieur Lacila, s'il vous plaît. Non, mais je crois qu'il faut C'est pas des l'expliquer parce que. contre-vérités. Oui, mais qui a reçu monsieur Poutine à Versailles? aujourd'hui qui pour financer sa campagne. Vous parlez en même temps. Monsieur Lacila. Non, ce n'est pas vrai. Monsieur Lacila, s'il vous plaît, vous parlez en même temps, vous perdez tous les deux du temps de parole, ça ne sert absolument à rien et personne ne vous comprend. Je dis simplement. Non, mais je dis simplement parce que c'est bon que les Aixois le sachent. Comment dire, toutes les grandes entreprises, Auchan, Decathlon, par exemple, et d'autres, agissent en Russie. On ne dit pas que ce sont des amis de M. Poutine. Madame Le Pen a été obligée de prendre une banque russe indépendante, qui d'ailleurs, depuis, a fait faillite. Si elle avait été vraiment liée à Poutine, elle n'aurait pas fait faillite. Parce que le gouvernement de M. Macron... Et monsieur, si vous pouvez éventuellement revenir sur le sujet de l'environnement. Ça va être très rapide, simplement pour dire que le gouvernement de M. Macron n'a pas mis en place la Banque de la démocratie, qui permet à des candidats, à toutes les élections d'ailleurs, de recueillir une banque quand ils n'ont pas la possibilité d'ouvrir un prêt. Un ancien parlementaire européen, et je l'ai vérifié, toutes les sanctions qui ont été votées aujourd'hui au Parlement européen contre M. Poutine, le Front National n'a pas voté pour. La question internationale est très importante. On a choisi de traiter d'environnement parce que c'est un sujet qui concerne plus directement les Aixois. Je suis bien sûr que c'est un sujet important. On aurait pu le traiter, on a choisi de ne pas le faire. On va se recentrer sur la question de l'environnement. Monsieur Lacila, vous avez évoqué beaucoup de questions sur les questions de la biodiversité, du plastique, du gaspillage. Très rapidement, Monsieur Fabre-Aubrespy, puisque vous avez déjà un peu d'avance, est-ce que vous avez une réponse sur ces questions? Est-ce que Marine Le Pen propose des choses sur ce sujet? Il y a plusieurs mesures qui sont proposées. Je renvoie à ce qui est écrit sur son site, puisque le temps me manque pour en parler plus longuement. Écoutez, on va donc, si vous... C'est-à-dire, il n'y a rien, en matière d'écologie, elle ne propose rien. Alors que nous, il y a un budget qui est chiffré, et je vous dis, je vous renvoie aussi... La planification, ce n'est pas les dépenses. Au budget vert, qui explique un peu tout ce qui a été fait, qui nous rend crédibles par rapport à ce que nous proposons en la matière. Ce qui compte lorsqu'on est dans l'élection présidentielle, ce n'est pas ce qu'on a prévu de faire pour un président sortant. C'est ce qu'on a fait. Et qui rend crédible ou mal fait. Si je peux me permettre, on est ici pour parler des solutions qui sont proposées pour les 5 années à venir. Effectivement, il y a un bilan à défendre pour le président sortant, M. Macron, mais là, l'objectif, c'est quand même de parler des projets de chacun. Je pense que sur la question environnementale, chacun pourra se faire son idée. Effectivement, on vous renvoie vers les programmes. D'un avis tout à fait objectif, on l'a constaté, c'était un sujet qui était un petit peu absent quand même de vos programmes. Ils ne sont pas en tout cas prioritaires. On renverra chacun des téléspectateurs vers ces questions-là s'ils veulent les développer, puisqu'on va devoir maintenant terminer ce débat avec la conclusion. La conclusion donc avec une petite vidéo qu'on vous propose pour l'introduire. Et puis je vais vous demander de réagir dessus ensuite. Je vous laisse tout d'abord regarder. Tout le monde pour être élu, vous savez que tout le monde promet des choses, mais maintenant le reste, il faut savoir si ça va être appliqué. Allez-vous appliquer tout ce que vous promettez? Tout ce qu'ils disent, c'est pour se charcler dessus et c'est que du business en fait. J'ai pas vraiment de questions à poser parce que dans tous les cas, ils vont réussir à détourner le sujet pour parler d'autre chose, donc je sais pas. Franchement, j'écoute pas trop parce que je les trouve pas honnêtes. Alors, comme vous pouvez le voir sur ces images, les Aixois n'ont pas toujours été très tendres avec les politiques, avec vous, indépendamment d'ailleurs du parti, mais on a quand même senti, dans nos échanges, il y a eu beaucoup de retours qui renvoient à cette idée qu'il y a quand même une certaine fracture qui est en train de se faire entre les citoyens et les responsables politiques, les élus, les partis. Ça s'est caractérisé par de l'abstention qui n'a pas été aussi importante que prévu au premier tour, mais qui a quand même été supérieure à il y a 5 ans, un taux qui n'a jamais été aussi important depuis 20 ans. Il faut remonter à 2002 pour avoir une abstention plus élevée. Donc effectivement, comme on l'a vu, des Aixois qui doutent parfois de la sincérité de vos programmes, de vos promesses. Nous, chez Anonymal, bien sûr, nous sommes complètement neutres, mais si nous favorisons une chose, c'est effectivement cette réconciliation entre les citoyens et les politiques. Et donc, dans le cadre de cette conclusion que je vous propose, vous allez voir chacun 3 minutes, un petit peu plus pour M. Lacila, qui est bien en retard, d'ailleurs, qui a 1 minute de retard. On va vous proposer de conclure en expliquant en quoi est-ce que la présidence de Mme Le Pen, pour vous, ou de M. Macron, pardon, pour vous, M. Lacila, favorisera le rapprochement entre les citoyens
et la politique en luttant contre ce désintérêt qui semble croissant ces dernières années. La parole est donc à Monsieur Fabre-Aubrespy, puisque c'est Monsieur L'Aquila qui conclut le débat. Vous allez donc avoir 3 minutes, mais qui en donnera 1 minute de plus à Monsieur L'Aquila. Bien, je vous remercie. Je fais d'abord un rappel de ce que disaient les personnes que vous avez interrogées, pour leur faire observer que la candidate qu'est Marine Le Pen n'a jamais été au pouvoir dans les années que vous évoquez, puisque vous évoquez des réalisations qui n'ont pas été faites ou des promesses qui n'ont pas été tenues. Deuxième observation, c'est que là où des amis de Marine Le Pen sont arrivés au pouvoir, eh bien, il y a eu des changements. C'est le cas dans la ville de Fréjus, c'est le cas dans la ville d'Hénin-Beaumont. Le maire d'Hénin-Beaumont va voter pour la 6e ou la 7e fois une baisse des impôts, alors qu'il a trouvé une commune en faillite, par exemple. Et c'est le cas dans la ville de Perpignan, qui est en train d'être redressée par le maire qui a été élu. Perpignan, c'est une ville qui a plus de 100 000 habitants. Donc, la particularité de Marine Le Pen et de toutes celles et tous ceux qui l'entourent, c'est qu'ils n'ont pas été au pouvoir. Nous avons autour d'elle des personnes qui sont des experts dans tous les domaines qu'elle a abordés. Elle a présenté un programme de qualité, sérieux, qui est équilibré. Je ne doute pas que les agents publics, les fonctionnaires des différents ministères sauront faire preuve de loyauté à l'égard de la présidente que sera Marine Le Pen si elle est élue le 24 avril prochain. Et donc, l'engagement qu'elle prend et que prennent tous ceux qui sont autour d'elle, c'est effectivement d'appliquer ce que vous aurez décidé en lui apportant votre suffrage. La désaffection du peuple français, elle est liée notamment au fait qu'en 2003, il y a eu un référendum sur la Constitution européenne, en 2005, pardon, il y a eu un référendum sur la Constitution européenne qui s'est conclu par un non. Donc le projet a été rejeté et il a été mis en œuvre ensuite, en 2008, par la loi. Donc ce que le peuple avait rejeté, les parlementaires l'ont voté 3 ans après. Et là-dessus, c'était tout le thème de la conférence de presse d'hier de Marine Le Pen. Elle veut redonner la parole au peuple. C'est le seul que n'a pas consulté M. Macron, qui veut faire des consultations tous azimuts, qui fait des réunions, qui dit que tout ceci fera l'objet de concertation et qui n'a jamais consulté le peuple français. Or, la voie du référendum est la meilleure des voies pour demander son avis au peuple français. Il y sera ajouté aussi le référendum d'initiative citoyenne ou populaire, c'est-à-dire permettre à 500 000 citoyens de déposer une signature dans des conditions indéterminées pour déclencher un référendum sur un texte de loi, sur une question de société ou tout autre sujet. Avec elle, ce sera effectivement le peuple qui aura décidé. Il ne sera pas trahi et il aura vocation à provoquer des consultations de la population par l'intermédiaire du référendum d'initiative citoyenne. Monsieur Fabre-Aubrespy, je vous remercie. Vous avez parlé un peu plus de 3 minutes, ce qui donne un peu plus de 4 minutes à Monsieur L'Aquila pour répondre et donc pour conclure ce débat. Merci d'avoir organisé ce débat. Le 24 avril, on aura le choix entre 2 projets et 2 personnalités, bien évidemment. Emmanuel Macron a montré d'abord sa capacité à gouverner et par temps très mauvais, parce que nous avons eu, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, 3 crises majeures. Il a tenu le cap, il a fait en sorte de redonner confiance aux entreprises, il a permis de sauver des vies sur la crise sanitaire, il a permis aux entreprises de rebondir et de protéger nos emplois, sauver des vies, sauver des emplois. Et donc, c'est le seul qui est capable aujourd'hui d'être d'abord crédible, puisqu'il a passé 5 ans, effectivement, à diriger notre pays. On le voit au niveau international, on voit la place de la France aujourd'hui en Europe et dans le monde. Voyons ce que nous propose Marine Le Pen, si elle venait au pouvoir. C'est d'abord une division du pays
et une stigmatisation des étrangers, comme l'a fait tout à l'heure son porte-parole. L'immigration, donc ce discours extrémiste, n'a pas varié d'un iota depuis son père Le Pen. Les étrangers, pour eux, sont la cause de tous les maux du pays. Au niveau de l'Europe, Marine Le Pen veut couper les aides à 5 millions d'étrangers, dont des citoyens européens. Les étrangers continueront à financer, par exemple avec leurs cotisations et les impôts, et les allocations familiales, alors qu'ils n'y auront pas droit. Ça, c'est dans son projet. La sortie involontaire, ou volontaire parfois, de l'Union européenne. On ne peut pas prétendre rester dans l'Union européenne en mettant fin à la liberté de circulation des biens et des personnes, en réduisant la contribution de la France au budget de l'Europe. Marine Le Pen n'obtiendra jamais la réduction de cette contribution, en plus des recettes fiscales de l'Europe. Le retour au chômage et la fin de la crédibilité économique de la France, c'est ce qui nous attend avec sa présidence. En matière de politique économique, moi qui siège à la Commission Finances, elle est venue passer 1 an à la Commission Finances, peut-être pour apprendre les rudiments de l'économie face au désastre débat qu'elle a eu entre les 2 tours concernant le mandat précédent. Pas une seule fois, elle a fait une proposition. Pas une seule fois, elle a posé une question. Ça, je l'ai vu, je l'ai vu, et elle n'a pas progressé à ce niveau-là. Elle veut également provoquer une hausse massive et rapide des taux d'emprunt, parce que c'est ça qui va arriver avec la faillite programmée de son projet. Un projet non financé pour les Français, parce que c'est les Français qui vont devoir finalement payer la réduction de toutes les recettes et les dépenses qui sont hasardeuses et démagogiques. Voilà ce que c'est que Marine Le Pen. C'est quelqu'un qui n'est pas crédible, c'est quelqu'un qui ment. La preuve, c'est qu'elle va retirer sa profession de foi parce qu'elle met des chiffres qui sont erronés, et pour cause, parce qu'elle n'a toujours pas compris comment fonctionnait un budget. Ensuite, elle veut revenir et inscrire la priorité nationale dans notre Constitution. La priorité nationale, qui remet tout simplement, de façon radicale, les principes qui fondent notre propre République. Voilà ce que veut faire Marine Le Pen. Et je pense rajouter à cela son alliance avec Zemmour. Il vous reste 15 secondes, si je peux me permettre. Rajouter son alliance avec Zemmour, avec cette grande théorie du remplacement, qui est inscrite dans son programme. Elle est inscrite. Je vous la cite. La politique conduite en matière d'immigration ne peut avoir pour conséquence l'installation d'un nombre d'étrangers sur le territoire national de nature à modifier la composition et l'identité du peuple français. C'est exactement la théorie de Zemmour. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie en tout cas à toutes et à tous d'avoir suivi ce débat. Je vous remercie à tous les deux, Monsieur L'Aquila, Monsieur Fabre-Aubrespy, d'avoir bien voulu débattre. Dans cette conclusion, vous avez évoqué de nombreux sujets. Monsieur L'Aquila, effectivement, on n'a pas pu traiter de tous les sujets. Je remarque que vous n'avez pas vraiment répondu à notre question sur les projets qu'a Monsieur Macron pour rapprocher les Français des politiques. Les réconcilier avec la politique. Voilà, mais écoutez, bon, en tout cas, vous avez chacun eu votre temps de parole. Il y a 9 secondes d'écart entre tous les deux. Je pense que vous êtes d'accord pour s'arrêter là. Je vous remercie en tout cas, merci une fois de plus. Merci à tous les téléspectateurs qui ont suivi cette émission jusqu'au bout. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement, puisqu'Anonymal continue de couvrir le second tour de cette élection présidentielle jusqu'au 24 avril, date des résultats. Merci à tous et bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.